Voilà, on se donne, parce qu'on l'a décidé, un petit temps de questions. Si vous le voulez bien, ouais, vous voyez apparaître des commentaires, hein, dans la marge, hein, de personnes qui ont trouvé ces exposés très, très intéressants, passionnants. Donc, merci pour ça. On a des questions qui arrivent. Je poserai la première, hein, qui est dans la marge et qui s'adresse, je pense, autant à Monsieur Simula, finalement, qu'à Francine Cabane, autour de la question du dialogue, hein. Finalement, l'un comme l'autre, vous expliquez bien que l'initiative du dialogue, elle est, entre l'État et les associations, elle est souvent du côté de l'État, et les associations ont peine à interpeller l'État dans la possibilité de co-construire ensemble le monde de demain, parce qu'au mieux, elles sont envisagées comme des partenaires potentiels, au pire comme des fauteurs de troubles, ou en tout cas comme des dangers potentiels, hein, en direction de la stabilité de cet État-là. Là-dessus, est-ce qu'on peut interpréter une tendance actuelle qui est une tendance autour de mutualisation d'associations? On voit fleurir des associations qui se regroupent, beaucoup d'opérations de fusion, sous invitation et sous incitation assez forte, hein, de l'État. Est-ce qu'on l'envisage comme un signe positif d'un État qui cherche à construire en face de lui un partenaire pour un dialogue, un partenaire identifiable, identifié, de certains poids qui représentent quelque chose, ou est-ce qu'on le considère comme une tentative de régulation des initiatives associatives qui perdent peut-être par là cette capacité d'interpellation, de veille qu'on a évoquée tout à l'heure? Voilà, si l'un et l'autre vous souhaitez répondre, peut-être Francine, si vous êtes à l'écran, Monsieur Simula, si vous le souhaitez, faites-moi signe que je vous mette en plein écran. Oui, excuse-moi Philippe, si tu peux résumer juste la fin de ta question parce que j'ai pas tout entendu. Pardon, ma question est longue, ouais. C'était simplement de se dire, on assiste à un mouvement de fusion entre associations qui grossissent. On a de plus en plus d'associations qui grossissent au détriment des petites qui ont du mal à survivre. Et je crois qu'on a deux manières d'interpréter ce mouvement-là. Soit c'est une volonté de l'État de construire un partenaire pour un dialogue, c'est-à-dire qu'il veut ramasser des associations qui représentent une grande partie du monde associatif pour entrer en dialogue avec elles, ou soit c'est une tentative, au contraire, de mieux contrôler et de mieux anesthésier une capacité d'interpellation des petites associations. Ouais. Enfin, personnellement, mais ça n'engage vraiment que moi, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste de la question, mais je pense qu'il y a un peu des deux, hein, peut-être dans le mouvement qu'on voit, c'est-à-dire que l'État, bien évidemment, préfère toujours avoir affaire à le moins d'associations possibles et les plus grosses possibles, parce que, bien évidemment, moins on a d'interlocuteurs, plus c'est facile, en quelque sorte. Et puis, les associations ont aussi cette tendance naturelle à se regrouper pour chercher aussi plus d'efficacité. En même temps, je pense que la société a besoin de cette pluralité, y compris des petites associations qui naissent souvent d'initiatives individuelles, mais de gens qui ont envie de s'impliquer de plus en plus quand même. Je crois il y a une reprise en main des citoyens et des gens dans la volonté de participer à la vie citoyenne, hein, et pas seulement en allant voter. Je crois que les gens ont compris que bon, les bulletins de vote, bien sûr, c'est la base de la citoyenneté, c'est le choix des élus, mais qu'après, l'action quotidienne peut être aussi une forme de citoyenneté intéressante. Et donc, ils rejoignent des associations de proximité qui sont forcément des petites associations. Puis je pense qu'il y a une méfiance par rapport aux grandes structures associatives, parce qu'on sait que dans ces grandes structures associatives, l'exemple, l'histoire l'a montré, il y a parfois des dérives, hein, qui sont liées au poids de la structure. Donc, voilà, je ne sais pas si l'État vraiment encourage le regroupement des associations ou si ça se fait naturellement, mais Luc, Simula, Luc, peut-être tu as plus d'éléments là-dessus. Oui, je n'ai pas de réponse vraiment construite, hein, par rapport à cette question, mais ce qui me paraît important, c'est de prendre en compte la diversité des associations d'abord, donc de revenir sur cet élément-là, et d'isoler
au sein de ces associations, celles qui vont avoir les budgets les plus importants et qui vont vraiment négocier un contrat, une sorte de contrat entre guillemets, avec les administrations publiques. Dans ce cas-là, cette association, elle se il y a une exigence de professionnalisation. Elle doit employer des salariés et des salariés très qualifiés. Donc, fatalement, il y a une sorte de dérive dans ces... Alors, on parle d'organisation, là, des grandes associations. Il y a forcément une sorte de dérive dans la mesure où les adhérents, qui sont essentiels, voire les bénévoles, peuvent se sentir un petit peu dessaisis par rapport aux salariés qui ont été embauchés pour leurs compétences et qui sont absolument nécessaires par rapport à des projets qui sont des projets lourds à porter. Et donc, dans ce cas-là, on retombe dans vraiment une grande hétérogénéité et on a ces très grandes associations qui pèsent beaucoup, qui collectent des fonds d'une façon internationale des fois, et qui sont des partenaires de l'État, voire des partenaires d'institutions internationales. Moi, je verrais plutôt ça comme pas la volonté de certains États de créer ces organismes-là, mais comme une adaptation à des objets qui sont différents quand même. Bon, mais ce n'est qu'un avis. Hein. Merci beaucoup. La parole à M. Paul. Bon, moi, il me semble que le danger, lorsque l'État voit des réponses qui se mettent en place et qui sont des réponses qui l'interrogent dans sa capacité d'organisation et dans sa capacité de maîtrise, à ce moment-là, il a ce réflexe de fédérer non pas les associations, mais certaines activités conduites par les associations. Et ce n'est pas la même chose. Et donc là, il y a une dérive qui se passe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a fusion, lorsqu'il y a regroupement, plus exactement, donc le secteur d'activité conduit par le secteur d'activité sort de l'association et retrouve sa légitimité dans le cadre du groupement de mutualisation. Et les associations, je pense qu'elles ont besoin d'être vigilantes à ce niveau-là, parce que si celles qui sont restées uniquement que dans le bras armé de l'État pour répondre à des missions, bien celles-là, voilà, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a plus de vie associative. Il y a, comme vient de le dire M. Simula, ce sont les professionnels qui ont pris le pouvoir, terminé. Par contre, lorsque l'association a un vrai programme politique, et comme je disais tout à l'heure, dans sa capacité de se construire son identité politique au sein même de l'association, à ce moment-là, elle continue, même si elle est le groupement, elle continue à exister et elle continue à pouvoir agir. Et c'est ce jeu, aujourd'hui, me semble-t-il, qui pose problème, c'est que le financement à 100% de certaines associations par le dispositif public a fait perdre à l'association sa réflexion et sa responsabilité politique. Et c'est cela qu'il faut arriver à retrouver actuellement, me semble-t-il. Merci pour ces interventions. Effectivement, c'est une question qu'on reverra, en tout cas la question des mutualisations cet après-midi, notamment avec l'intervention de Michel Bouquet. Là, il y a une question qui fait suite aussi aux échanges que vous venez d'avoir, une question d'Alice Béguet qui s'interroge sur le fait qu'aujourd'hui, l'outil à la disposition de l'État, c'est un outil quand même de financement qui permet à ces associations de vivre. Et elle s'interroge sur voilà, le fait que la baisse des financements publics de ces associations les mettent en difficulté, voire les mettent en concurrence les unes avec les autres, sur cette histoire de concurrence organisée par l'État. Madame Béguet, n'hésitez pas à me dire si je trahis votre pensée, mais il me semble que c'est bien de ce côté-là que vous vous interpellez. Comment le monde associatif peut-il réagir et comment
l'État pourrait-il également réagir? Moi, je pense que c'est au cœur même de la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une recherche de financement par les associations, et cette recherche de financement crée de la concurrence et de l'association et affaiblit la réflexion. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'association se trouve en situation de pieds et mains liés à la volonté de l'administration de le reconnaître, de ne pas le reconnaître, et donc de verser de l'argent, de ne pas verser de l'argent. C'est tout le lien qu'il y a entre la capacité, la source de financement, qui est à 90% et à 99% pour certaines associations d'État, et de l'autre côté, bon, ben, la capacité de survie de l'association. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque l'association est pieds et mains liés à l'État, eh bien, quelques années après, l'association disparaît en tant qu'espace de réflexion. Entendu. Merci d'avoir illustré un peu cette dépendance réciproque. Je pense aussi que sur la question de ce financement, on y reviendra aussi dans l'après-midi. J'avance, si vous le voulez bien, puisque l'heure tourne, on respecte pas trop mal le timing. Donc, si vous le voulez bien, on va poursuivre nos échanges. On a eu du témoignage, d'abord de perspectives historiques et puis du témoignage d'engagement associatif. On vient là maintenant donner la parole notamment aux politiques, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. Et on va commencer cette seconde partie de matinée avec... alors, on a plusieurs questions dans la marge et puis des questions pour lesquelles je vais aussi pouvoir donner la parole aux personnes, puisque donc on ouvre, si vous le voulez bien, on se donne une petite demi-heure d'échange durant lesquels voilà, les uns et les autres, vous pouvez demander à prendre la parole, hein, il suffit de signifier dans l'application. Il y a une petite main qui va se lever, que je verrai dans la marge, et ça me permettra d'aller vous chercher pour ouvrir votre micro. Donc voilà, n'hésitez pas de ce côté-là, ou à vous manifester à l'écran, j'en ai certains d'entre vous présents à l'écran. Je reviens avec une toute première question, hein, qui est liée à la notion de confiance, hein, qui a traversé vos propos à toutes les deux. Et effectivement, on voit bien que cette confiance, elle est très attaquée entre les citoyens et entre l'État. J'écoutais à la radio ce matin en venant deux reportages successifs. Le premier qui parlait de la Convention citoyenne, donc qui a rendu ses avis et qui s'inquiète aujourd'hui de la manière dont ces avis-là vont être validés ou pas, en sachant que le président s'était engagé à garder ce qu'il appelait 3 jokers, c'est-à-dire sur les 150 propositions de la Convention, 3 pourraient faire l'objet d'une annulation pure et simple unilatérale, le reste serait transmis ensuite à l'Assemblée pour débat. Et aujourd'hui, ce processus est un petit peu contrarié. Et quand Cyril Dion, donc, qui porte un peu la parole de cette Convention citoyenne, interpellait le président sur le respect de son engagement à lui, il a répondu que l'État allait communiquer sur non pas un avis ou non pas une intention créative, mais sur le processus. C'est-à-dire que l'État va dire, voilà aujourd'hui comment les propositions sont reçues dans le cadre de l'Assemblée qui va ensuite voter et se prononcer sur ces propositions-là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est interpellant, hein, du côté des engagements et d'une transparence quant à une confiance qui devrait être réciproque. Le deuxième reportage ce matin, il parlait de une initiative qui se construit aujourd'hui, c'est pour revenir sur l'actualité de la Covid. Une commission, voilà, 30 citoyens ont été contactés pour constituer une commission qui va, c'est comme ça que ça a été dit par le journaliste, qui va aider l'État à penser sa communication en faveur d'une vaccination majeure. Comme si on avait, voilà, donc un État qui était tellement éloigné de ses administrés qu'il ne sait plus communiquer auprès de ses administrés pour les inviter à se saisir d'un outil qui va être le vaccin disponible pour le bien de tous. Et ça rentre vraiment en résonance avec le documentaire dont vous avez sûrement tous entendu parler, hein, le fameux Hold Up,
vient vraiment alimenter quelque chose du côté d'une théorie du complot, du côté de « on ne nous dit pas tout ». Donc, quand on met en balance ces événements-là, on a vraiment le sentiment d'une fracture, d'une rupture de la confiance, à la fois du côté de l'État et à la fois du côté des citoyens. Et donc, il y a effectivement un vrai enjeu à essayer de reconstruire cette confiance qui, comme on l'a dit tout à l'heure, elle passe par des relations interpersonnelles, évidemment. On se fait d'autant plus confiance qu'on se connaît. Mais aujourd'hui, ces espaces de relations interpersonnelles, ils manquent, quoi. Ils font défaut. Et je crois qu'une des ambitions qu'on se donne dans cette journée-là, c'est bien d'essayer de penser ensemble quels pourraient être ces espaces de dialogue qui permettraient de reconstruire de la confiance entre les individus. Alors, je ne sais pas si Madame Rouvrand, Madame Dufoy, vous souhaitez réagir déjà à ce premier propos-là, puis on prend ensuite des questions par la suite. Je vois que Madame Rouvrand, vous avez ouvert votre micro, on vous écoute. Le mot confiance est essentiel. Je rebondis sur ce qu'a dit Georgina. Quand je peux témoigner que du jour au lendemain, je me suis retrouvée élue face à des familles, face à des citoyens qui me demandaient beaucoup de choses. Et quoi que je dise, un élu ne peut jamais dire la vérité. Avant même que les gens vous connaissent, vous avez un patch de non-confiance, de malhonnêteté. Et quoi que vous disiez, il faut effectivement beaucoup de temps pour être accepté. Et donc, la rencontre est essentielle. Georgina le dit très bien. Vous êtes aigu, certes, vous êtes en responsabilité, mais vous êtes aussi une personne. Et donc, du coup, vous donnez une priorité à certaines choses et vous donnez un sens à votre politique. Et donc, quand il y a du dialogue et de la rencontre, il faut du temps. C'est indéniable, il faut du temps. Et donc, du coup, la confiance s'instaure. Et quand la confiance s'instaure, vous êtes en capacité de dire « je peux » ou « je ne peux pas » ou « je vais essayer ». Et quand vous êtes accepté en tant que personne, même si vous êtes politique, les choses avancent. Et je le redis, on peut aussi pousser les murs en tant que politique. Et on peut porter au-delà de nos prérogatives. Mais par contre, il faut beaucoup de persévérance, il faut être entendu de la part de vos citoyens. C'est une lutte sans cesse aussi. Et vis-à-vis de l'État. Et donc, on le voit bien pendant ce temps qui est particulier, ce temps de Covid, ce temps justement de perte de repères, de perte de liens sociaux, de perte, et puis surtout d'inconnus, où l'État ne cesse de nous dire une chose, puis après peut se contredire. Et je crois aussi que cette période, nous la vivons dans tous les pays, et peut-être que on peut se dire aussi que nous, Français, on remet beaucoup de choses en question. Et donc, du coup, la DSI, on le met énormément, beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, du coup, c'est une richesse et c'est aussi une difficulté parce qu'on peut perdre très rapidement ses repères. Et donc, tant que le dialogue n'est pas instauré dans la confiance, quoi que l'on fasse sur n'importe quel sujet, on ne peut pas avancer. Et donc, ce partenariat est essentiel. Voilà, ce mot confiance, en tout cas, quand on est un élu local, c'est réalisable. Mais par contre, il faut du terrain, il faut de la proximité, il faut bien connaître ses dossiers, il faut avoir du lien avec toutes les associations et donner une parole juste. Voilà. Georgina. Je crois qu'elle a complètement raison et que c'est vraiment important d'arriver à le mettre en place dans tout ce que Francine a décrit comme étant des associations, c'est-à-dire d'abord la famille. Et c'est quand même, j'ai trouvé ça génial dans l'exposé de Francine qu'elle commence par la famille comme étant la première association. C'est vrai que c'est là qu'on a la première confiance. Et puis, dans ce que Valérie est en train de décrire, je crois qu'elle a 100% raison. Et en l'écoutant, je me disais, mais on a besoin de trouver du sens aussi. Et le sens, aujourd'hui, on l'a un peu perdu quand même. Le sens de quoi ? Au fond, est-ce que le problème d'aujourd'hui n'est pas de se dire, mais nous battons contre le Covid,
je prends cet exemple parce que je l'ai sous la main, hein, mais on pourrait le mettre sur d'autres choses. On pourrait le mettre en particulier dans les domaines qui sont des domaines de prospective. Si l'on pense que dans les années à venir, ce ne sera pas facile de vivre avec la dette qu'on vient de créer et que donc le monde économique risque d'être en grande difficulté, quel est le sens que nous donnons aujourd'hui à notre engagement? Quel est le sens qu'on va donner à l'engagement contre, par exemple, la pauvreté? Quel est le sens qu'on va donner à l'engagement contre le chômage probablement très important que nous allons connaître? Et quel est le sens de la position, par exemple, des personnes âgées dont je fais partie dans la société d'aujourd'hui? Si c'est simplement de nous mettre dans des EHPAD et d'attendre de nous vacciner et puis d'attendre qu'on meure tranquillement, c'est vraiment dommage en matière de sens pour la société. Il me semble que nous manquons en ce moment énormément et tout ça, ça sert à quoi? Et on est sur la Terre pourquoi? Alors évidemment, les positions ne sont pas les mêmes. Évidemment, le système, je dirais, le système droit de l'homiste dans lequel nous sommes peut avoir une réponse différente du système musulman ou même de certains systèmes chrétiens. Donc évidemment, c'est difficile et évidemment, ça va être un dialogue. Mais ça me semble vraiment très important de retrouver le sens de l'action collective. Et à ce moment-là, on va réagréger beaucoup de choses. Si on est aussi dispersé en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance, parce qu'il n'y a pas de sens, si ce n'est d'aller à son propre intérêt. Et ça, c'est un peu limité. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans un moment clé. Et je peux penser que des organisations comme vous, l'APA, ou comme vous, d'autres associations qui sont à la fois très vieilles et très modernes, sont des lieux de sens. Et donc, il me semble que vous avez un rôle important à jouer. De même qu'il me semble que les croyants ont un rôle important à jouer. Pourquoi? Parce que pour eux, le sens de leur vie sur la Terre est beaucoup plus simple que pour les incroyants. Donc, il est temps qu'ils partent et qu'ils disent, oui, moi, en tant que croyant, ma vie a un sens, mais je veux aussi participer à la vie des autres. Et donc, on est dans ce moment où des gens différents qui se sont tus pendant longtemps ont besoin de reprendre la parole. Bon. C'est intéressant parce que, juste un commentaire, et puis je donne la parole à une personne là, qui est sous le nom iPad, mais je pense que c'est le nom de son nouvel appareil. Je vais vous donner la parole, monsieur. Ce dont vous parlez, c'est une forme de transcendance finalement. Si je reprends le propos de Georgina Dufoy autour du politique qui doit être un médiateur, je crois que la question du sens, on la retrouve quand on se focalise sur la finalité de l'action et sur les usagers au final, et sur oui. Pour qui on fait tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est assez clair dans le monde associatif, qui doit l'être aussi dans le monde politique. Et ça rejoint cette dichotomie entre une personnalisation nécessaire du pouvoir qui permet de, oui, faire apparaître l'individu, l'humanité derrière l'élu. Donc oui, il faut un pouvoir qui soit incarné par des hommes et des femmes dont on puisse percevoir et toucher la sensibilité pour les interpeller sur des phénomènes qui nous préoccupent. Mais ensuite, pas trop de personnalisation, c'est-à-dire que ces élus-là puissent aussi jouer ce rôle de médiation pour transformer cette interpellation en une action publique qui concerne le collectif, donc qui transcende la personne du politique, de l'élu, et qui s'oriente bien vers le collectif. Et c'est un peu cette notion que je retrouve aussi dans votre parole, Georgina, autour des croyants. Je donne la parole à monsieur. Alors, je m'excuse, je vous appelle monsieur iPad, j'espère que vous vous reconnaîtrez. C'est moi, là. Voilà, alors, moi, je voulais revenir sur la notion de confiance. Comment peut-on faire confiance à un État qui s'est complètement ridiculisé pendant cette crise, même si j'aimerais pas être à leur place et que c'est pas facile, mais avoir dit que les masques n'étaient pas nécessaires, enfin, toute la crise qu'il y a. Et on peut pas faire confiance, moi, je peux pas faire confiance à cet État. Et
à qui faire confiance. On ne sait plus à qui faire confiance. Les médecins, les scientifiques ne savent même pas où ils en sont. Ce matin, j'écoutais le professeur Raoult très critiqué, mais qui dit que les vaccins ne serviront à rien. On peut se faire vacciner, mais pour lui, ce n'est pas ça qui va nous sortir du Covid. Donc, je veux dire, on ne sait plus à qui faire confiance. Et vous parliez des 150 aussi personnes qui ont été choisies. Ont-ils été choisis? 30 qui vont être choisis. Comment sont-ils choisis? Moi, je trouve ça, on peut se faire manipuler par ces gens. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toutes les propositions que ces gens ont fait. De quel droit font-ils ces propositions? Les 30 qui vont être choisis pour faire confiance à la vaccination, c'est l'État qui les choisit. Ça devrait être des élections nationales sur référendum, ou je ne sais pas moi, mais pas comme ça, on choisit des gens comme on en a envie. La confiance, il faut aussi, comme disait Madame Rouvran, ça se mérite et ça se gagne petit à petit. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut du temps pour la confiance. Et on ne peut pas comme ça voilà, croire tout ce qui... Et je pense qu'il y a un manque de confiance dans notre société. Et je trouve, oui, que comme je suis pas... Les églises aussi ont un rôle à jouer dans cette confiance. Et moi, j'ai été très déçu, je vais vous le dire, par l'Église catholique qui a fait des mains et des pieds pour vouloir faire leur cérémonie. Voilà. C'est une remarque sur la confiance. La confiance ne se décrète pas, on l'accorde. Ce qui caractérise la société française depuis maintenant quand même une période assez longue, c'est la défiance, qui est, si vous voulez, pour simplifier, l'inverse de la confiance. Et la défiance ne se décrète pas non plus, elle se construit. Et nous sommes, l'Europe d'une manière générale, mais particulièrement la France, dans un cadre culturel et peut-être plus précisément un cadre de pensée. Je crois que c'est Obama qui a parlé de crise de la pensée, de crise épistémologique. Nous sommes dans un cadre qui a permis la construction de cette défiance. Elle est devenue chez nous une donnée aujourd'hui. Ce qui fait que je parle de la défiance, elle apparaît systématiquement dans les raisonnements. Dire que c'est une donnée, ça veut dire qu'il faut la prendre en compte lorsqu'on mène des politiques. Mais en même temps, ça veut dire que comme elle est instaurée, en quelque sorte établie aujourd'hui, il va être particulièrement difficile de diminuer la défiance et de reconstruire de la confiance. Dans ces conditions, je ne répondrai pas à la question qui a été posée, mais repenser les relations et repenser des relations de confiance, ça devient très difficile à partir du moment où on n'a pas les gens en face de soi. Madame Rouveyran en a parlé, Madame Dufaux aussi. Dès qu'on est dans l'interaction, la confiance revient assez rapidement parce qu'en quelque sorte, d'abord il y a le regard, il y a des choses comme ceci, puis on peut tester les personnes, on tire rapidement des enseignements d'interaction. Mais quand on est dans le cadre des associations ou dans le cadre des administrations publiques, dans une gestion qui est, entre guillemets, bureaucratique, et donc qui n'est pas une relation d'échange interpersonnel, une fois que le climat de défiance est instauré, eh bien, il est particulièrement difficile de faire marche arrière et de retrouver cette confiance. Ça peut être que le travail à la fois de la personne qui est défiante et le travail de l'institution dans lequel on n'a plus confiance. Mais il y a un travail des deux côtés. Et je pense qu'il y a de ce point de vue, du côté des citoyens, il y a une crise du côté des administrations publiques
évidemment, du côté des partis politiques, peut-être des mouvements associatifs, peu importe, mais il y a aussi une crise de la pensée du côté des citoyens. C'était juste une remarque. Madame Rouveran, une réaction, et puis on prend la question de Michel Bouquet, s'il vous plaît. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Ce mot confiance, il s'instaure, et je l'ai redit, dans le travail partenarial, et pour repenser, pour remettre ce sujet avec les associations. Moi, je suis et j'étais en tout cas une élue locale. Et donc, je vois que quoique dans tous les dossiers, la méfiance, on commençait par la méfiance. Même si vous y mettez beaucoup de bonne volonté, il faut arriver quand vous arrivez à une crise, vous démarrez par une crise. Pour arriver à des solutions, il faut un travail partenarial essentiel. Je prends l'exemple, par exemple, de cette ligne T2 qui a été mise en place dans les quartiers prioritaires, qui arrive jusqu'à la gare. Pour ceux qui sont ni moi ont vu les travaux. Et donc, voilà, ces travaux ont été mis en place dans un contexte difficile. Beaucoup de commerçants étaient en colère. Et donc, on ne pouvait pas, on avait deux solutions. Soit on n'écoutait pas les citoyens, et donc du coup, on arrivait de toute façon à un conflit, et donc du coup, on manquait le sens et l'utilité de cette ligne T2. Soit on avait un travail de pédagogie et on travaillait avec les associations et les associations citoyennes. Je vous avoue que il faut aussi savoir que quand on porte un dossier, quel qu'il soit, la méfiance est tellement installée qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et donc, du coup, pour arriver à une solution, en tout cas acceptable, ce travail de pédagogie et d'approche est indispensable. Et ça, c'est pour du local. Donc, si j'imagine au national, quand les décisions sont prises à Paris et qu'elles sont, comment dire, presque imposées, le citoyen n'est pas en mesure de faire confiance. Et puis de deux, pour l'avoir vécu aussi, le politique, on sait bien quel sens il donne, en tout cas à tout ce qu'il veut mener. Et s'il a un sens, effectivement, et il met de l'éthique, en tout cas dans ce qu'il mène, automatiquement les choses évoluent de la bonne manière. Mais si c'est un enjeu de pouvoir et effectivement il n'y a pas d'écoute vis-à-vis des citoyens, ce qui est quand même souvent le cas, la méfiance sur le politique est telle que même si vous avez une bonne volonté, quoi qu'il arrive, c'est jamais positif. Donc cette notion de confiance est essentielle, et en tout cas elle ne peut s'appuyer, pour en revenir sur notre sujet, que par les citoyens, que par cette écoute et par les associations qui font un travail essentiel. Et j'ai été, moi en tout cas, j'ai mené ma politique grâce aux associations, grâce à ce qu'elles me donnaient et à ce qu'elles me renvoyaient. Et j'ai pu adapter aussi ma politique par les associations. Et ça, le pouvoir associatif est le pouvoir le plus grand, bien plus que celui du politique. Mais le politique a de l'exécutif et il peut permettre des choses ou ne pas les permettre. Merci beaucoup. On continue avec les questions qui ne manquent pas d'arriver. Donc, je donne plutôt une priorité à des questions orales. En l'occurrence, on avait Monsieur Bouquet, Michel Bouquet de la CLED. Si vous voulez, je vais activer votre micro. Bonjour. Merci. OK. Je vous entends. C'est bon. Bonjour, Michel Bouquet, je suis le directeur de l'association de la CLED. Par rapport à tout ce qui a été dit là, juste précédemment, moi, je me posais la question, on voit disparaître la notion de corps intermédiaire. Tout à l'heure, tu as pris la parole, Philippe, et tu as imaginé imagé plutôt ta prise de parole avec un signe comme ça, je ne sais pas si vous voyez, les deux mains, l'État
et le citoyen. Mais ne manque-t-il pas au milieu ce qui, il y a quelques années, alors je ne veux pas rentrer dans des débats politiques, mais il y a quelques années, lors d'une élection présidentielle et d'une campagne présidentielle, un futur Premier ministre avait réuni les corps intermédiaires pour présenter son programme politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une relation entre le pouvoir d'un côté, l'État d'un côté, et le citoyen. On le voit avec la Convention citoyenne. Alors, ça a des avantages, mais on voit disparaître petit à petit ces corps intermédiaires qui portaient la parole plus groupée, la parole des citoyens. On le voit au travers des fédérations, notamment, hein, où les fédérations ont de plus en plus de mal. Moi, je suis vice-président de la Fédération des acteurs de la solidarité, et on voit combien on a du mal à faire passer nos idées, nos analyses. J'en reparlerai tout à l'heure en tant qu'acteur de terrain, mais cette disparition des corps intermédiaires me paraît dommageable, parce que du coup, l'État se retrouve directement en face du citoyen. Il n'y a plus cette prise de distance et cette capacité d'analyse que tout citoyen peut avoir quand il se regroupe avec d'autres, qui peut amener à la fois de la confiance et une parole qui soit une parole structurée. Et voilà, donc ma question aujourd'hui, que je poserai aux élus et anciens ministres, qui, me semble-t-il, s'est beaucoup appuyé sur ces corps intermédiaires. Est-ce que ce n'est pas dommageable aujourd'hui dans l'avancée des politiques publiques? Merci. Alors, Madame Rouveran, Madame Dufoy, je vous invite peut-être à répondre si vous le souhaitez. Ensuite, juste pour le dire, Répondre à M. Bouquet ou à... pour prévoir la suite, je donnerai la parole à Marie-Paul. Voilà, merci de vos réponses. Alors, c'est à moi? À Georgina? Écoutez, je crois qu'il a raison par rapport au corps intermédiaire, c'est évident. Pourquoi est-ce que le président de la République actuelle a été aussi peu intéressé par les corps intermédiaires? Parce que je crois qu'il a senti que le pays avait besoin d'être dirigé et que ces corps intermédiaires, au fond, le gênaient. Donc, comme jeune type de 38 ans, je crois, quand il a été élu, il n'avait pas eu l'occasion de voir les corps intermédiaires à l'œuvre. Et donc, il a dit « Oh, mais ça m'empêche de gouverner ». Donc, on peut comprendre ce que cet homme a fait. Néanmoins, je pense qu'en ce moment, il fait une marche arrière considérable. Et que la crise des Gilets jaunes plus la crise actuelle lui ont permis de se rendre compte qu'il y avait plein de gens qui sont quand même des acteurs qui ont le souci de l'intérêt général, alors que lui, il pensait qu'il n'avait que souci de leur intérêt particulier. Là aussi, il s'agit que les corps intermédiaires, je pense, refassent la preuve du fait qu'ils sont avant tout pour l'intérêt général et non pas pour l'intérêt de leur corporatisme. Il y a aussi une preuve à faire. Je pense à certains élus, je pense à certains syndicaux, je pense à beaucoup de gens associatifs. On a tous besoin de montrer que ce qu'on veut, c'est d'aller dans un sens collectif, c'est pas de défendre notre boutique. Et je pense qu'il y a un boulot à faire de part et d'autre. Je voudrais répondre au monsieur qui s'est exprimé avant, si vous le permettez, pour lui dire que moi, je comprends très bien qu'on perde confiance. Et que je me suis mis à la place des dirigeants. Je me mets facilement, c'est facile comme gymnastique, et je ne les envie pas du tout. Mais je me suis dit, comment j'aurais fait avec mon problème de masque? Et je crois que leur erreur, elle a été de mentir. Elle n'a pas été de mal gouverner. Elle a été de dire un mensonge. Elles ont dit, ça ne sert à rien parce qu'on n'en a pas. Ils nous auraient dit ça. On aurait dit, ils ne sont pas très bons. Mais on n'aurait pas eu cette méfiance qui s'est installée. Donc, moi, ce que je voudrais avoir, c'est une vision plus qui est critique à l'égard de l'histoire des masques, mais qui ne les accable pas, parce qu'au fond, c'est pas si facile de dire « je me suis trompé ». Et là, je crois que s'il l'avait dit, tout serait beaucoup plus simple. Et si on peut arriver à le dire autour de nous, sans les accabler, on fera un meilleur boulot que si on se rend compte qu'on a perdu toute confiance à cause de cette parole et cette action qui était réellement maladroite. Bon, enfin, c'est mon effort pour ne pas les accabler. Mais... Merci de vos réponses. Excusez-moi, Madame Rouveran, je donne la parole à Marie-Paul qui voulait poser une question depuis un moment, puis on reviendra sur les échanges. Marie-Paul, c'est à vous si vous ouvrez votre micro.
Alors là, on ne vous entend pas pour l'instant. Voilà. Ok. Merci, je vais essayer. Je n'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, ma question, c'était de savoir jusqu'où l'État peut s'immiscer dans les décisions qui sont prises au niveau des associations. Est-ce qu'elle peut empêcher? Est-ce qu'elle peut interdire? Je fais partie je suis dans un village et je fais partie de l'association cultuelle donc de la paroisse. Je suis au conseil presbytéral et on se retrouve beaucoup confrontés entre les décisions de l'État et nos choix de vie. Donc, l'intrusion, le sentiment d'intrusion de l'État de nos vies et dans toutes les strates, cette intrusion, ce sentiment d'intrusion, je pense qu'il est aussi lié à cette méfiance qui a été parlée. Je pense que la confiance, effectivement, est une relation, c'est dans la relation que ça se situe des deux côtés. Et je suis très partante sur la proximité du travail. Pour ne pas être réactif, pour ne pas avoir de peur et pour être dans la liberté, dans la réflexion. Voilà. Donc ma question en fait, c'est par rapport à la séparation de l'Église et de l'État, sachant que c'est une association loi 1905, donc il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de subvention. Une fois, la question elle va être très simple, c'est une fois qu'on est dans le temple, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on est responsable, on est engagé, on fait les choses de façon tout à fait cohérente parce qu'on a affaire à plein de personnes âgées, mais jusqu'où on peut nous imposer des choses, même à l'intérieur du temple ou peut-être de façon plus large à l'intérieur des associations. Voilà ma question. Merci. Je laisse nos intervenants répondre. Qui veut répondre en premier? Francine. Très bien. Voilà, il vous faut réactiver votre micro. Je vais voir si je peux. Oui, oui, c'est une réponse peut-être un petit peu indirecte, mais je pense en effet qu'il faudrait qu'on arrive quand même à définir un cadre qui est celui de l'intérêt général. Georgina l'a évoqué. Qu'est-ce qui fait l'intérêt général? Qu'est-ce qui est le socle minimum sur lequel tout le monde va être d'accord? Parce que comment dirais-je, si on est uniquement sur des registres de confiance interpersonnelle, pour qu'une association ait des relations avec le politique ou avec l'État, eh bien, les partenaires peuvent changer. Et il suffit qu'un président d'association change, ou qu'un président du conseil départemental change, ou qu'un maire change, pour que tout d'un coup, la relation s'arrête. Et ça n'est pas envisageable sur le long terme. Donc, comment faire pour que les relations entre les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques, les associations puissent perdurer, quels que soient les acteurs? Et je pense que, je donne un exemple, secours populaire, la municipalité change, on enlève le local, parce que la municipalité considère que le secours populaire, ça n'est pas l'intérêt général. Voilà, qu'est-ce qui définit l'intérêt général? Et à partir de ce moment-là, si on s'appuie sur les valeurs de la République, toute association qui est dans le cadre de défense des libertés, égalité, fraternité, doit pouvoir mener ses actions, si elle reste dans le cadre républicain, quel que soit le pouvoir politique en place. Et le pouvoir politique n'a pas à s'ingérer dans les actions de l'association. Par contre, si cette association sort de ce cadre-là, qui est le cadre républicain et des valeurs de la République, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est quand même une problématique très actuelle, on a des associations cultuelles qui commencent à sortir du cadre républicain. C'est-à-dire qui, au sein de leur association culturelle, vont avoir, par exemple, un discours d'inégalité homme-femme. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas du devoir de l'État d'intervenir dans l'association pour dire « attendez, là, vous sortez du cadre ». Donc, c'est extrêmement compliqué. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Je pense qu'on met le doigt sur quelque chose qui est essentiel. Votre question, elle est très importante parce qu'effectivement,
l'État ne doit pas s'immiscer dans l'association, mais jusqu'à un certain point. Si l'association ne défend plus l'intérêt général, à ce moment-là, il est peut-être du devoir de l'État ou du politique de dire non. Je pense aussi à des exemples qui me viennent à l'esprit de comités de quartier qui, tout d'un coup, étaient dans une très bonne relation avec la municipalité et tout d'un coup ont basculé dans un discours qui devenait un discours qui n'était pas un discours républicain. Que doit faire la municipalité à ce moment-là? Donc tout ça est quand même extrêmement complexe, j'en ai bien la mesure, mais voilà ce que je pourrais répondre. Une intervention de Georgina Dufoy, Valérie Rouveran, et puis si vous le voulez bien, on clôturera là cette première matinée. Il reste beaucoup de questions encore, on aura le temps de les aborder aussi cet après-midi. Georgina. Juste un mot pour rebondir sur ce que vient de dire Francine, qui est à mon avis le problème le plus crucial pour aujourd'hui. C'est-à-dire où est-ce qu'on met la barre des valeurs démocratiques et des valeurs républicaines. Où est-ce qu'on met la barre? Et en ce moment, il y a un sujet qui est particulièrement délicat, qui est celui de l'école obligatoire à 3 ans. Voyant toutes les jeunes filles venant de communautés diverses qui n'allaient pas à l'école et qui donc se retrouvaient avec un énorme déficit de connaissances et d'éducation à l'âge de 6 ans, l'État déciderait de mettre l'instruction obligatoire à l'école obligatoire à 3 ans. C'est un sujet qui est en ce moment, qui est un sujet actuel. Mais c'est extrêmement dangereux de faire cela. Donc, ils sont en train de prendre des dispositions transitoires. Comment s'en sort le ministère de l'Éducation nationale? En disant, nous serons plus féroces à l'égard des associations qui entraînent, par exemple, des valeurs non démocratiques, comme celles que Francine a citées, mais il y en a d'autres, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on voit tout de suite qui est concerné. Mais comme c'est difficile comme sujet, pour essayer de sauver ces petites jeunes filles, on risque, j'espère que ça ne se fera pas, on risque de contraindre tout un monde à se restructurer et à mettre tous ces petits-enfants sous la responsabilité de l'éducation nationale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour une minorité, on ne va pas prendre des décisions pour la France entière. C'est très délicat. Et je crois que le sujet qui vient d'être posé par Francine, c'est le sujet central d'aujourd'hui. Où mettre la barre pour les valeurs de la République? On parle toujours des valeurs de la République, on parle de liberté, égalité, fraternité. Restons-en là peut-être, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est vraiment pas facile. Je crois que c'est central. Enfin, il me semble que moi, j'aurais à dire quel est le cœur du débat d'aujourd'hui. Il est là, dans ce qu'a vient de dire Francine. Merci. Madame Rouveran, très rapidement, on essaie de tenir l'horaire. Merci. Alors, 2 choses. Déjà, sur le corps intermédiaire, qui est indispensable. Je crois qu'effectivement, on a besoin de la parole et du coup, on ne peut pas avoir des décisions qui seront prises sans ce corps intermédiaire. Mais je crois qu'il existe. Mais par contre, pour l'avoir vécu aussi, par exemple, à la rénovation urbaine, nous avons besoin de travailler avec les citoyens. Et il y a le Conseil citoyen qui est indépendant. Ce sont des citoyens qui sont volontaires, choisis par l'État et qui siègent et doivent donner la parole des habitants et doivent co-construire avec les élus et l'État. Maintenant, la faille, c'est que vous avez des élus, moi je parle d'élus locaux, qui ne souhaitent pas que les citoyens soient autour de la table parce qu'il pourrait être un contre-pouvoir. Et donc, c'est une réalité. Donc, il faut effectivement que les citoyens s'engagent, mais qui veulent bien s'engager. Et donc, du coup, donner de leur temps et aller à toutes les réunions. Et ça aussi, on manque de personnes aussi volontaires, c'est une réalité. Mais en plus, ne pas se décourager face à des élus locaux qui ne pourraient pas prendre la parole en compte et qui, du coup, mettraient de côté un peu cet avis ou
prendrait la mesure de ce contre-pouvoir qui doit exister. Ensuite, moi, je ne peux que réagir effectivement sur l'État et le contrôle de l'État. J'ai été élue à l'éducation et je peux vous dire que sans l'État, sans ce contrôle-là, ce serait défaillant. Il n'est pas possible aujourd'hui, surtout dans des associations cultuelles, que l'État ne puisse pas contrôler. On le voit pour notre commune, moi je l'ai vécu à plusieurs reprises. Heureusement que j'avais l'État pour m'aider à effectivement savoir quelle était la juste part des choses dans des associations qui, malgré une bonne volonté, pouvaient aussi être un contre-pouvoir et justement contre la République. Et donc, du coup, je crois que effectivement, l'État doit être malgré tout un garant de cette sécurité. Mais il faut effectivement une proximité. Je crois que quand on parle de l'État, on a des gens représentants qui sont sur notre territoire, des délégués du préfet, des gens qui font du travail de terrain et qui représentent l'État et qui peuvent s'adapter aussi en fonction des besoins des uns et des autres et peuvent aider aussi à trouver une réglementation. Voilà.